Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 13, nous traitons d'un sujet un peu complexe et difficile, la racaille. La racaille dans nos banlieues, la racaille en France. Bien sûr, cela fait intervenir beaucoup de facteurs. L'éducation, les familles, l'État, la justice, les idéologies en présence, les politiques gouvernementales qui se sont succédées depuis ces dernières années. Tout cela est bien difficile et j'ai bien besoin que vous complétiez ce que je vais dire, car c'est simplement un regard partiel et non pas global sur cette difficile question de la racaille. Certains points, cependant, peuvent être améliorés immédiatement et je voudrais surtout attirer votre attention là-dessus. D'abord, une correcte information, un respect de la vérité envers le peuple français. Il faut dire la vérité en ce qui concerne cette question. Par exemple, en 2016, nous répertorions 3 700 000 crimes et délits enregistrés en France auprès de la gendarmerie ou de la police. Pour un département, par exemple celui des Alpes-Maritimes, par jour, je dis bien par jour, 10,21 actes de violence ont été commis pour 1000 personnes et 6,85 cambriolages ont été commis pour 1000 personnes. Cela par jour. Par jour. La France, contrairement à ce que l'on nous fait croire, est un cas particulier. En 2014, les vols avec armes ou avec violence s'élevaient à 114 000, donc dans cette année 2014. L'Allemagne, pendant ce temps-là, et dans la même année 2014, n'en connaissait que 45 000. L'Angleterre, 52 000. L'Italie, 58 000. Autrement dit, par rapport à nos voisins, avec une même population, avec une même vie, grosso modo, eh bien nous atteignons le double de délinquance par rapport aux autres pays voisins en Europe. De 2011 à 2015, nous connaîtrons une augmentation de 107% des séquestrations. Des séquestrations par vengeance ou bien par raquette pour obtenir de l'argent. En 2013 aussi, nous constatons que la France compte 6,2% d'étrangers, de gens qui n'ont pas la nationalité française. Mais nous constatons que cette même année-là, dans les prisons, en atmosphère et en ambiance carcérale, la population des étrangers est de 18%. Il y en a 6,2% présents en France, mais dans les prisons, 18%. Ça fait réfléchir. Or, souvent, nous constatons que la volonté des gouvernements successifs a été de minimiser le phénomène, de toujours essayer d'aller à la baisse avec un maquillage des statistiques ou bien d'une autre manière, une interprétation très fallacieuse des statistiques ou bien un bidouillage, pour ne pas dire un bidonnage des statistiques réelles. Tout cela, en général par omission, on ne dit pas aux gens quelle est la situation réelle, la situation vraie. Par exemple, on ne nous dit pas qu'il y a eu une amélioration perverse dans le domaine criminel. J'en veux pour exemple les magouilles que les délinquants peuvent faire par rapport à leur état civil.
32% de plus de falsification de l'état civil en 5 ans. Parce que bien sûr, quand on n'est pas repéré quant à son identité, on n'est pas condamné. Et tout cela, on ne le dit pas vraiment au peuple français. Et puis, il y a aussi cette difficulté que nous connaissons tous à porter plainte quand on est victime d'un délit, d'une agression, d'un vol ou même d'un crime. Il faut attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures au commissariat ou à la gendarmerie pour pouvoir raconter ce qui s'est passé et porter plainte, obtenir justice. Quand ensuite les plaintes ne sont pas classées sans suite par défaut de personnel pour les traiter. Et puis aussi, on essaye de banaliser certains délits. Voler un scooter, casser une vitre d'une voiture, essayer de cambrioler une villa, tout cela est tellement fréquent que finalement, c'en est réduit à dire que l'on ne vole qu'un œuf. Mais c'est bien la sagesse populaire qui nous disait que voler un œuf, c'est voler un bœuf. On essaye de nous habituer au terrorisme, de nous habituer à cette délinquance continuelle, et finalement tout cela passe dans des faits divers, plus ou moins relatés par les médias, mais qui de toute façon laissent le Français dans une frustration, une insatisfaction fondamentale par rapport au système de justice que nous avons et qui devrait justement rendre la justice. Alors, devant ce constat, que pouvons-nous faire? Je le disais, le problème est très complexe, très difficile, mais il y a quand même des améliorations que l'on peut trouver très vite. Et d'abord, un changement d'attitude. Un changement d'attitude en ce qui concerne le laxisme des tribunaux, qui finalement rendent impunis bien des fautes, bien des larcins, qui finalement lavent le coupable sans le condamner. Voler un scooter, voler une voiture à l'heure actuelle, peu de délinquants vont faire de la prison réelle, vraiment pour cela. Et puis aussi, un manque de moyens. Un manque de moyens, nous savons bien qu'il manque dans nos prisons françaises 80 000 places environ pour que l'on puisse vraiment établir une justice et punir le délinquant. Il y a aussi une autre manière de lutter contre la racaille d'une manière immédiate et faisable, réaliste, c'est de redonner une meilleure éducation à cette jeunesse, plus ou moins d'ailleurs jeune, que connaissent nos banlieues. Je veux parler d'une éducation basée sur l'effort, basée sur le contrôle de soi, sur la discipline finalement, basée sur l'esprit de service, opposé à cet esprit de l'individualisme, où l'on dit chacun pour soi, et même plus Dieu pour tous. Et puis, aussi une éducation basée sur l'autorité. Où est-elle, l'autorité? L'État? Non. Les parents ont démissionné. L'éducation nationale, elle est totalement surpassée par le phénomène. Elle ne sait plus comment faire. Il y a aussi, bien sûr, d'un point de vue de profondeur dans l'éducation, replacer la paternité. Un devoir, oui. Faire et assurer une paternité, une vraie paternité, qui fasse que les pères soient des transmetteurs, que les pères soient vraiment
ceux qui enseignent le bien et le mal à leurs enfants. Il y a également le fait d'abandonner cette illusion, cette utopie que beaucoup de parents adoptent, à savoir que tout est question de finalement formation dans l'éducation nationale. C'est l'école qui doit tout faire. Mais l'école ne doit pas faire tout cela. L'école, c'est l'instruction publique, pointe à la ligne. L'école, c'est apprendre à lire, à écrire et à compter. Ça n'est pas apprendre à manger proprement, ça n'est pas apprendre à respecter son voisin. Tout cela n'est pas du domaine de l'école, mais du papa et de la maman. Ce qui fait d'ailleurs que si la paternité est tellement en crise et qu'il faut lutter contre cela, la maternité également disparaît dans le sens où, à cause de ce refus continuel d'accorder un salaire à la femme au foyer, on empêche les mamans d'éduquer correctement leurs enfants. Une autre disposition peut être rapidement prise, c'est de créer beaucoup plus de centres en quelque sorte militaires, entre guillemets, parce que les militaires ont cet avantage d'enseigner la camaraderie, d'enseigner l'effort, d'enseigner la discipline, d'enseigner finalement la solidarité. Il y a bien sûr ce que l'on appelle des EPIDE, des établissements publics d'insertion de la défense. Nous en connaissons environ une vingtaine en France qui drainent 2500 jeunes. On apprend à ces jeunes à se lever le matin, on apprend à ces jeunes à courir, à faire du sport, on apprend à ces jeunes à avoir un idéal, on apprend à ces jeunes à respecter l'autre, à se sentir solidaire de lui, bref, toutes ces qualités militaires. Mais simplement, 20 centres en France pour environ 2500 jeunes, c'est une goutte d'eau dans le vase. Et finalement, par la raréfaction de ces centres, finalement, on en arrive à ne régler aucun problème. Ces centres fonctionnent sur le volontariat. Un jeune, pour y rentrer, doit se dire volontaire, doit dire « je veux m'en sortir, je veux m'intégrer, je veux me sociabiliser, je veux arrêter de commettre des méfaits, de voler, de blesser, d'agresser, etc. » Mais pour cela, encore faut-il qu'il ait eu une sanction dans sa réflexion, à savoir si j'agresse une vieille dame, je vais être sanctionné. S'il sait très bien que d'agresser une vieille dame ne va rien lui coûter et qu'il ne sera pas puni, comment sera-t-il volontaire pour ainsi demander à participer, à bénéficier d'une formation aux qualités militaires qui puisse le recadrer et faire de lui un homme libre? Alors bien sûr, une troisième idée nous vient à l'esprit. Après le désir de vérité, après le constat du fait qu'on pourrait faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, troisième idée, y a-t-il un complot? Soral le dit d'une certaine manière. Il y a comme une stratégie du chaos, dit-il, pour garder le pouvoir en place et justifier la répression, l'abolition des droits et des libertés publiques. On laisserait finalement dégénérer la situation, se développer cette délinquance de la racaille pour que les Français aient peur et que parce qu'ils ont peur, alors eh bien, ils tolèrent des lois d'exception, ils tolèrent que l'on puisse fouiller leur maison ou leur véhicule n'importe comment, ils tolèrent que l'on puisse leur enlever les libertés publiques les plus fondamentales. Ainsi, on serait prêt à une dictature. Oh, je le dis comme une éventualité, mais bien des signes avant-coureurs nous le montrent, sans exagérer aucunement. On voit bien que
les Français ont de moins en moins de capacité à s'opposer à la réduction de leurs droits, de leur liberté publique, de leur intimité, de leur manière d'agir et de penser. Oui, nous sommes peut-être faits pour subir et accepter une dictature. Mais quand même, des solutions, il y en a. Il faut d'abord de véritables éducateurs, des éducateurs qui aient confiance dans la nature humaine, des éducateurs qui, à l'instar de Don Bosco, vont faire fructifier dans chacun des jeunes de la racaille ce qui est bon en lui, d'abord. Parce que Don Bosco le disait, c'est en faisant fructifier, en mettant en exergue, en redonnant confiance aux jeunes parce qu'il a reçu telle ou telle qualité, en faisant ainsi améliorer et rendre encore plus efficaces les qualités qu'il a reçues, que l'on arrive chez le jeune à supprimer la délinquance. Et puis aussi, il faut une révolution idéologique. Il faut retrouver une paternité correcte. Il faut supprimer le faux féminisme et donner aux mamans la possibilité d'éduquer leurs enfants, par exemple par le salaire de la femme au foyer qu'elles choisiront. Il faut une révolution idéologique aussi parce que il est interdit d'interdire depuis 68 et que l'autorité et que la discipline n'est plus à la mode. Il faut remettre cela au goût du jour. Et puis enfin, il faut du courage, le courage de se lever, le courage de demander et d'exiger à l'État la vérité sur la situation, le courage de se lever et de changer cette idéologie, le courage de se lever et d'exiger que l'on rende vraiment justice en France, que l'on redevienne un État de droit, un État juste, un État qui éduque dans le sens où quand on fait quelque chose, on est puni si c'est mal, et quand on fait quelque chose, on est récompensé si c'est bien. Nietzsche le disait, nous sommes au-delà du bien et du mal. À nous de revenir à une claire vision de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. À ce moment-là, on pourra parler d'une société civilisée, la nôtre.